Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons revoir les conditions d'accès aux différents statuts professionnels dans le cadre du thème 1. L'individu au travail. Nous commencerons par examiner quelles sont les conditions d'accès au statut de salarié. Puis, nous verrons les conditions d'accès au statut du fonctionnaire. Et enfin, nous terminerons par le statut d'indépendant. L'accès à l'emploi de salarié passe par le recrutement. Le recrutement repose à la fois sur la liberté de choix du candidat par l'employeur et par le respect des libertés individuelles des candidats. L'employeur doit respecter certaines obligations. Premièrement, respecter l'égalité de traitement des candidats. Deuxièmement, respecter les libertés individuelles. Quand on dit égalité de traitement des candidats au poste, ça signifie deux choses. L'offre d'emploi doit être rédigée en français et elle doit être datée. Et deuxièmement, l'employeur ne doit pas faire de discrimination à l'embauche, c'est-à-dire ne fonder son choix qu'en fonction de certains critères qui ont été définis par la loi du 27 mai 2008 et sa jurisprudence. L'employeur ne doit pas tenir compte dans ce recrutement, par exemple, de l'origine du candidat, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, etc., ou encore de ses opinions politiques, ses convictions religieuses. Toute discrimination qui repose sur un de ces éléments est sanctionnée civilement et pénalement. Exceptionnellement, le sexe peut être précisé si le poste à pourvoir le justifie. Un magasin de prêt-à-porter qui voudrait recruter une vendeuse peut exiger que le candidat soit de sexe féminin. Pour sélectionner le candidat, l'employeur peut utiliser différentes méthodes pour questionner le candidat. Le candidat à l'emploi doit, lui, être de bonne foi. Il est tenu d'une obligation de loyauté. En effet, à travers ces différents questionnaires, tests, essais professionnels, l'employeur va s'intéresser au candidat, lui poser des questions. Mais les questions doivent être pertinentes et en lien direct avec les capacités professionnelles du candidat. La collecte des informations doit être loyale. Avant d'y être soumis, le candidat doit être informé des méthodes et des techniques d'aide au recrutement qui seront utilisées, le but des tests, s'il y a un examen graphologique, etc. Passons au statut de fonctionnaire. Pour accéder à la fonction publique d'État, ou à la fonction publique hospitalière, ou encore à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire devenir fonctionnaire, il faut passer un concours. Selon son niveau d'études, le candidat pourra se présenter au concours de la catégorie A s'il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures, comme une licence, un master. Pour devenir professeur, par exemple, commissaire, magistrat, technicien de recherche et d'information, par exemple, ou attachés territoriaux, sage-femme, puéricultrice pour la fonction publique territoriale. Le candidat pourra se présenter au concours de la catégorie B s'il n'est titulaire que d'un baccalauréat, pour devenir par exemple gardien de la paix, contrôleur du trésor. Enfin, il pourra passer les concours de la catégorie C qui sont ouverts, soit sans condition de diplôme, par exemple pour le concours d'adjoint administratif, soit titulaire du diplôme national du brevet ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent, par exemple pour les agents de recouvrement du trésor. Pour passer le concours, il faut remplir certaines conditions, on peut en relever trois principales. D'abord, il faut avoir la nationalité d'un État de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen. Attention, certains emplois sont réservés aux seuls ressortissants français, comme ceux de la police, des armées ou de la diplomatie. Deuxièmement, il faut être en règle avec l'appel de préparation à la défense.
Et enfin, il faut jouir des droits civiques, ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. Voilà. Passons maintenant aux conditions d'accès au statut du travailleur indépendant. Le travailleur indépendant doit s'inscrire. Il doit avoir un numéro d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés ou auprès de la chambre des métiers selon la nature de son activité. Si l'indépendant exerce une profession commerciale ou s'il exerce sous la forme d'une société commerciale, alors il doit obtenir un numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés. On l'appelle le RCS. Si c'est un artisan, il devra s'inscrire à la Chambre des métiers pour obtenir un numéro d'inscription au registre des métiers, ou encore répertoire des métiers. C'est ce qu'on appelle le RM. Alors, comment se passe la déclaration d'existence de l'indépendant? Eh bien, l'indépendant doit déclarer l'existence de son activité en constituant un dossier unique auprès du centre de formalité des entreprises, auprès de la chambre de commerce. Cette démarche est obligatoire et elle s'effectue en un même lieu, en une seule fois, avec un dossier unique, comme je viens de le dire. Le centre de formalité des entreprises permet aux travailleurs indépendants de remplir les formalités administratives, fiscales et sociales. Le CFE les transmet ensuite aux différents organismes concernés. Alors, le centre de formalité des entreprises adresse le dossier à l'hôtel des impôts ou encore le centre des finances publiques pour que ce centre prélève l'impôt sur les sociétés si l'indépendant exerce sous la forme d'une société, sinon pour prélever les bénéfices, l'impôt sur les bénéfices, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, etc. Le dossier est adressé à l'URSSAF. Alors l'URSSAF signifie Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales. Cet organisme officiel se charge de collecter les cotisations et les contributions sociales des entreprises dans le but d'assurer la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale. Le CFE dépose le dossier auprès du registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers pour que le travailleur indépendant puisse obtenir son numéro de RCS ou de RM. Enfin, le dossier est envoyé à l'INSEE pour que l'Institut délivre un numéro SIREN ou un code APE à l'entreprise. Donc SIREN signifie le système d'information des répertoires des entreprises et le code APE est un code attribué en fonction de l'activité principale de l'entreprise, APE. Voyons maintenant les limites à l'accès au statut d'indépendant. On se penchera essentiellement sur les limites concernant les commerçants. Concernant les commerçants, on peut distinguer les restrictions liées à la personne, c'est-à-dire les incompatibilités. Si en principe toute personne peut devenir commerçant, les incapables comme les mineurs et certains majeurs, parce qu'ils n'ont pas toutes leurs facultés mentales, ne peuvent pas accéder à ce statut. Également, certaines professions sont incompatibles avec l'exercice du commerce. On va en citer 3 exemples, les fonctionnaires, les notaires et les huissiers. Certains commerces sont réglementés et nécessitent une autorisation préalable, comme par exemple les pharmaciens. Il leur faut une autorisation, il leur faut un diplôme attestant de leur qualité et de leurs compétences. Également, l'agent immobilier qui devra obtenir de la préfecture une carte professionnelle, ou encore le débit de boisson qui doit obtenir la licence 4. Les étrangers peuvent être commerçants en France que s'ils sont ressortissants d'un pays de l'Union européenne. S'ils sont étrangers, c'est-à-dire non ressortissants d'un pays de l'UE, ils doivent être titulaires alors d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale. Enfin, il y a des restrictions liées au passé judiciaire. Les personnes qui ont été condamnées à certaines peines ne peuvent pas exercer une profession commerciale. Il en est ainsi pour
les condamnés pour crime, pour vol, pour escroquerie ou abus de confiance. Voilà, nous avons terminé le rappel des conditions d'accès aux différents statuts juridiques de travail. Nous verrons lors de notre prochain tutoriel les critères de choix d'un statut professionnel.